Je resterai le maire de tous les Autunois, toujours à l'écoute, toujours disponible. À nous maintenant de continuer à écrire collectivement ce nouveau chapitre de l'histoire de notre ville. Vive Autun, vive la République et vive la France. L'ordre du jour appelle la détermination du nombre des adjoints. Vu l'article 2122-1 du CGCT, qui précise qu'il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints, élus parmi les membres du conseil municipal, vu l'article 2122-2 du CGCT qui dispose que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire, sans que ce nombre ne puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal, considérant qu'il est nécessaire de déterminer le nombre d'adjoints avant de procéder à leur élection, considérant que l'effectif légal du conseil municipal est de 33, le nombre maximum d'adjoints est donc de 9, il vous est proposé, article unique, de fixer le nombre des adjoints pour la commune d'Autun à 8. Je vous propose de passer au vote sur ce chiffre de 8. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Élection des adjoints. Vu les articles 2122-1 à 2122-4 et 2122-7 du CGCT, vu la délibération précédente portant à 8, c'est le nombre des adjoints, considérant que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal et que chacune des listes est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe, il est demandé de déposer auprès du maire les listes de candidats aux fonctions d'adjoint au maire. Donc, je vous demande de déposer les listes, il y a des listes à déposer. Je dépose la liste suivante. Première adjointe Cathy Nicolas Verdonnet, deuxième adjointe Jean-François Jacquemin, troisième adjointe Liliane Mougin-Pelluzzi, quatrième adjoint Philippe Larue, cinquième adjoint Monique Gatier, sixième adjoint Gauthier Jiménez, septième adjointe Céline Boudier-Cosva, huitième adjoint Médecine Alberac. Y a-t-il une autre liste? S'il n'y a pas d'autre liste, nous allons donc procéder au vote. Considérant qu'une liste a été déposée, il est procédé à l'élection des adjoints sous le contrôle du bureau constitué pour l'élection du maire. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin à la majorité relative et en cas d'égalité, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Je procède à l'appel nominatif pour le vote. Cathy Nicolas Verdonnet, Jean-François Jacquemin, Céline Boudier-Cosva, Cathy Nicolas pour Philippe Larue, Morgane Bouchard, Annabelle Renou, Patrice Macondet, Marie-Françoise Strasberg, Vincent Vautrin, Monique Gatier, Gauthier Jiménez, Corinne Boutière, Vincent Vautrin pour Alain Chambre, Anaïs Pelu,
Médecine Almérac, Marie-Ève Cortet, Alain Durand, Liliane Mougin-Peruzzi, Jean-Louis Guillon, Francette Gilles, Patrick Cailleux, Isabelle Marin, Jean-Louis Cormier, Sandrine Gassier, Sophie Drouin, Frédéric Brochot, Karine Bofis, Virginie Turpin, Émeric Da Silva Reis, Laurence Galland, Jean-Adam de Villiers, Elisabeth Bertrand, Vincent Chauvel. Je demande au bureau d'âge de se rapprocher de la table d'écoulement. Monsieur Da Silva Reis, Monsieur Riménez, Monsieur Almérac, Madame Bouchard.
bureau, 5. Nombre de bulletins blancs, 3. Nombre de suffrages exprimés, 25. Donc la majorité absolue est à 13. Ont obtenu liste Cathy Nicolaou 25 suffrages. Il est proposé au conseil municipal de proclamer adjoint immédiatement installé et prenant rang dans l'ordre de la liste élue les 8 candidats proposés à l'instant. Et je vous demande de les applaudir. Je vais proposer Cathy Nicolaou de me rejoindre, qui vient d'être élue première adjointe. J'appelle M. Jean-François Jacquemin. On peut l'applaudir aussi. Jean-François est élu adjoint, donc je propose de rejoindre la table des adjoints. Madame Liliane Mougin-Pellusier. Madame Monique Gatier. Gauthier Jiménez. Céline Goutier-Posbonne.
Merci beaucoup. Après l'élection des adjoints, l'ordre du jour appelle la lecture de la charte de l'élu local. Vu l'article L. 1111-12 du Code général des collectivités territoriales, selon lequel les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales de la République, vu les articles L2123-1 à L2123-35 du CGCT sur les conditions d'exercice des mandats municipaux, vous l'avez en annexe, considérant que tout mandat local se distingue d'une activité professionnelle et s'exerce dans des conditions qui lui sont propres, considérant que le mandat local se traduit par des droits et des devoirs prévus par la loi, que ces dispositions issues de la loi du 22 décembre 2025 constituent la charte de l'élu local dont il est fait lecture au moment de l'installation des conseils municipaux. Article L. 1111-13 du Code général des collectivités territoriales. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité ainsi que les lois et symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à préserver ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans des affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il est désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions prises dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette déclaration, notre obligation déclarative, les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Article L. 1111-14 du Code général des collectivités territoriales, les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ces cadres dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés pour l'exercice de leur mandat au régime général de la sécurité sociale dans les conditions définies par la loi. Les élus locaux bénéficient à l'occasion de leur fonction d'une protection réalisée par la collectivité territoriale conformément aux règles fixées par le code pénal, de loi spéciale et de présent code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux, il s'exerce dans les conditions fixées par le présent code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie dans ces conditions de garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent, donc pour les c'est un collège de déontologie, chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L111-13. Il est proposé au conseil municipal de prendre acte de la charte de l'élu local. S'il vous plaît. Oui. Chers collègues, nous prenons acte de la charte de l'élu local qui rappelle les droits ainsi que les devoirs qui s'imposent à chacun d'entre nous. Elle engage notre responsabilité, notre probité et notre exigence d'exemplarité dans l'exercice de nos fonctions. Pour notre part, nous serons particulièrement attachés au respect de ces principes dans chacune de nos actions, avec un seul objectif, servir les habitants de notre commune avec sérieux, transparence et intégrité.
Nous serons également attentifs dans un esprit constructif à ce que ces engagements puissent être pleinement partagés et respectés par l'ensemble du conseil municipal. Je vous remercie. Merci Madame Galland. Le point 5 à l'ordre du jour, délégation d'attribution du conseil municipal au maire. Considérant que le Code général des collectivités territoriales de nos maires, sous le contrôle du conseil municipal et du contrôle administratif du préfet, une mission générale d'exécution des délibérations, que les articles du CGCT lui donnent en outre la possibilité de recevoir délégation du conseil municipal pour prendre des décisions qui sont normalement de la compétence de l'Assemblée délibérante, considérant que ces décisions s'appliquent à des domaines précis et déterminés par la loi dans le cadre des limites fixées par la délibération d'origine, c'est-à-dire celle-ci, si l'objet de cette délégation est de faciliter l'administration de la commune par la prise de décision rapide qu'on vient d'indiquer, ces dernières sont soumises également aux mêmes règles de transmission et de publication que celles applicables aux décisions du conseil municipal, considérant que le maire rend compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal et que ce dernier peut toujours mettre fin à sa délégation. Il est proposé au conseil municipal de charger M. le maire pour la durée de son mandat des délégations suivantes. Souhaitez-vous une lecture exhaustive des délégations? Oui. Oui, d'accord. Alors, Cathy Nicolas. Article 1er. De charger donc M. le maire de temps pour la durée de son mandat d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation de propriétés communales. De fixer dans les limites déterminées par le conseil municipal les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et d'une manière générale des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. De fixer, dans la limite d'un montant unitaire de 250 € TTC, les prix de vente des produits vendus au sein des musées suivants: le Panoptique d'Autun, Musée Rollin, le Muséum d'Histoire Naturelle Jacques de la Comble et Espace Giscobertus, le Trésor de la Cathédrale et l'espace Destination Autun hors droit d'entrée. De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget dans les conditions et limites ci-après définies. Les emprunts pourront être à court, moyen et long terme, libellés en euros ou en devises, avec possibilité d'un différé d'amortissement et ou d'intérêt, au taux d'intérêt fixe et ou indexé, révisable ou variable, avec possibilité de passer de l'un à l'autre à un taux effectif global compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière. En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après: des droits de tirage échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et ou de consolidation par mise en place de tranches d'amortissement, la faculté de modifier une ou plusieurs fois l'index ou le taux relatif au calcul du ou des taux d'intérêt, la faculté de modifier la devise, la possibilité de réduire ou d'allonger la durée de prêt, la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement. Monsieur le maire pourra, à son initiative, exercer les options prévues par le contrat de prêt et conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus. La réalisation d'opérations financières utiles à la gestion des emprunts dans les conditions et limites ci-après définies. Au titre de cette délégation, le maire pourra procéder au réaménagement des emprunts dans la limite de 6 millions € par opération de réaménagement. Il peut s'agir d'une renégociation d'un remboursement anticipé avec ou sans prêt de substitution, avec ou sans indemnité compensatrice selon les termes convenus avec l'établissement prêteur, dans les conditions et limites fixées dans la délégation de réalisation des emprunts. Plus généralement, décider de toutes opérations financières utiles à la gestion des emprunts, de procéder à des opérations de couverture des risques de taux et de change. Compte tenu des incertitudes et des fluctuations qu'est susceptible de subir le marché monétaire, l'État souhaite continuer sa politique de gestion active de la dette. Le recours à des instruments de couverture peut lui permettre de se protéger contre d'éventuelles hausses des taux ou au contraire profiter d'éventuelles baisses. Ces instruments permettent de modifier un taux, de le figer et de le garantir. Les conditions et limites de cette délégation donnée au maire sont définies ci-après. Ces opérations de couverture des risques comprennent notamment la conclusion de contrats, d'échanges de taux d'intérêt, d'échanges de devises, d'accords de taux futurs, de garanties de taux plafond, de garanties de taux plancher, de garanties de taux plafond
plafond et de taux plancher, de termes contre termes, d'options sur taux d'intérêt et de toutes opérations de marché, opérations de marché dérivées, opérations structurées. Monsieur le maire est autorisé à effectuer des opérations de couverture sur le contrat d'emprunt constitutif de la dette, dont la liste de figure en annexe sera annuellement actualisée et jointe au budget primitif, ainsi que sur les emprunts nouveaux ou de refinancement à contracter. En toute hypothèse, les opérations de couverture devront toujours être adossées aux emprunts constitutifs de la dette et le montant de l'encours de la dette sur lequel portent ces opérations ne pourra excéder son encours global. La durée des contrats de couverture des risques de taux et de change ne pourra excéder la durée résiduelle des emprunts auxquels ils sont adossés. Les index de référence des contrats d'emprunt et des contrats de couverture pourront être tout autre parmi ceux communément utilisés sur les marchés concernés, comme l'Euribor ou le TAM. Pour l'exécution de ces opérations, il sera procédé à la mise en concurrence d'au moins 2 établissements spécialisés. Les primes ou commissions pourront être versées aux contreparties ou aux intermédiaires financiers pour un montant maximum de 3,5% de l'encours visé par l'opération pour les primes, 0,15% du montant de l'opération envisagée pour les commissions pendant toute la durée de celle-ci. Au titre de cette délégation, le maire pourra lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers dont la compétence est reconnue pour ce type d'opération, retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant donné du gain financier espéré et des primes et commissions à verser, passer les ordres pour effectuer l'opération arrêtée, résilier l'opération arrêtée, signer les contrats de couverture des risques des taux et de change répondant aux conditions de la délégation. Le conseil municipal sera tenu informé de chaque contrat conclu. Une annexe sera jointe au compte administratif ainsi qu'au budget primitif de chaque exercice, suivant la date de la conclusion du ou des contrats, présentant les caractéristiques de chaque contrat, le montant des éléments de dette couverts et les pertes et profits constatés sur chaque opération. La prise de décision mentionnée au chapitre 3 de l'article 1618-2 du CGCT et en ce qui concerne les régimes sans personnalité morale dans les conditions du petit a de l'article L2221-5-1 du CGCT sous réserve des dispositions du petit c de ce même article et de passer à cet effet les actes nécessaires. La décision prise dans le cadre de la délégation comportera notamment l'origine des fonds, le montant à placer, la nature du produit souscrit, la durée ou l'échéance maximale du placement. Monsieur le maire pourra conclure tout avenant destiné à modifier les mentions ci-dessus et pourra procéder au renouvellement ou à la réalisation du placement. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget, et cela en respectant la procédure de passation des marchés publics approuvée par le conseil municipal. Les marchés ou accords cadres concernés sont les marchés publics dont la loi ou les règlements disposent qu'ils peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence. Tous les marchés publics définis par le Code de la commande publique, comme des marchés publics à procédure adaptée. De décider de la conclusion et de la révision de louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistrie afférentes. De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. D'accepter les dons et legs qui ne sont grévés ni de conditions ni de charges. De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 €, de fixer les rémunérations et de régler les frais et horaires des avocats, des avocats, notaires, huissiers de justice et experts, de fixer dans les limites de l'estimation des services fiscaux, dits domaines, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes, de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement, de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le Code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues aux articles L211-2 à L211-2-3 ou au premier alinéa de l'article L213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal. D'intenter au nom de la commune toutes les actions en justice, tant en demande qu'en défense, ainsi que pour la constitution de partie civile devant toutes les juridictions de première instance, d'appel et de cassation pour toutes les affaires, quelles qu'elles soient, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux,
Cette délégation est accordée pour tous les frais qui ne sont pas pris en charge par le contrat d'assurance flotte automobile. De signer la convention prévue par le 4e alinéa de l'article 311-4 du Code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 3e alinéa de l'article 332-11, deuxième du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi numéro 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014, précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau, d'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L240-1 à L240-3 du Code de l'urbanisme de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles dans la limite des biens situés sur le territoire de la commune d'Autun, d'autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre, d'exercer au nom de la commune le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique prévu au 3e alinéa de l'article L151-37 du Code rural et de la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de montagne, d'exercer au nom de la commune le droit prévu au premier chapitre de l'article 10 de la loi numéro 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, d'admettre en non-valeur les titres de recettes ou certaines catégories d'entre eux présentés par le comptable public, chacun de ces titres correspondant à une créance irrécouvrable d'un montant inférieur à 200 €, montant défini par l'article D2122-7-2 du CGCT. D'autoriser les mandats spéciaux que les membres du conseil municipal peuvent être amenés à exercer dans le cadre de leurs fonctions, ainsi que le remboursement des frais afférents prévus à l'article L2123-18 du CGCT et article 2 de décider en cas d'absence ou d'empêchement du maire, ces délégations sont exercées par le premier adjoint. Merci. Vous avez une question, Madame Bertrand? Monsieur le maire, mes chers collègues, le rapport qui nous est présenté concerne les délégations d'attribution accordées aux maires. Et il s'agit d'un point fondamental puisqu'il touche directement à l'équilibre démocratique de notre Assemblée. Des délégations proposées couvrent des domaines extrêmement larges: finances, emprunts, marché public, urbanisme, action en justice ou encore gestion du patrimoine communal. Si nous comprenons la nécessité d'assurer une certaine efficacité dans la gestion municipale, nous constatons ici une concentration très importante des pouvoirs entre les mains de l'exécutif. En l'état, cette délibération revient à réduire significativement le rôle du conseil municipal, qui devrait pourtant être le lieu du débat, du contrôle et de la décision collective. Nous refusons que des décisions structurantes pour notre commune puissent être prises sans discussion préalable entre les élus, au risque d'affaiblir la transparence et le fonctionnement démocratique de notre collectivité. Il ne s'agit pas pour nous de bloquer l'action municipale, mais de rappeler un principe simple: le conseil municipal ne doit pas devenir une simple chambre d'enregistrement. Les élus que nous sommes tiennent leur légitimité du suffrage universel. À ce titre, ils doivent pouvoir débattre et se prononcer sur les décisions importantes qui engagent l'avenir de la commune. Par conséquent, et parce que nous refusons cette concentration des pouvoirs et cet affaiblissement du rôle du conseil municipal, nous voterons contre ce rapport. Je vous remercie. Merci Madame Bertrand, c'est bien noté. Vous observerez que ces délégations sont quasi identiques aux délégations précédentes, qui étaient identiques aux délégations accordées à mon prédécesseur, et que, comme vous l'avez à juste titre souligné, ce ne sont pas des délégations accordées directement au maire et à l'exécutif, puisque je les subdélègue immédiatement à l'ensemble des adjoints dans leur domaine de compétences respectives. Le contrôle sera assuré, comme il a toujours été, par la présentation des actes accomplis et un débat sur ceux-ci qui peut tout à fait avoir lieu en conseil municipal, et j'espère que vous découvrirez sur ces 6 ans de mandat que le conseil municipal n'est absolument pas une chambre d'enregistrement, mais bien un endroit où s'exerce la démocratie locale. Mais j'ai bien pris l'explication de vote. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Sinon, oui, Sophie, Douin. Votre
conclusion avant le renouvellement, si c'est possible. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs... Alors, est-ce que c'est relatif au point qu'on vote? Non. Alors, je te fais voter et je te donne la parole juste après. Donc, sur cette délibération, y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Non, je propose de passer au vote. Donc, y a-t-il des oppositions? Alors, normalement, vous levez la main à ce moment-là. Voilà. Donc, 5 oppositions. Y a-t-il des abstentions? 3 abstentions. Merci. Le rapport est adopté. Il nous reste un point 6 et ensuite je donnerai la parole à Madame Drouin. Le point 6 et dernier point, ou alors je te donne la parole et puis je ferai le point 6 et on clôture ensuite le conseil municipal. Madame Drouin. Oui, merci beaucoup. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, en ce premier conseil municipal, je souhaite d'abord remercier très sincèrement les électrices et électeurs qui se sont déplacés et bien sûr celles et ceux qui nous ont accordé leur confiance, ainsi que tous les colistiers. Le résultat des urnes a désigné une majorité municipale. Nous en prenons acte avec respect, comme il se doit dans une démocratie locale apaisée et responsable. Je veux aussi redire ce soir que nous sommes fiers de la campagne que nous avons menée avec la liste Autun en cœur, une campagne sincère, menée avec transparence, avec honnêteté, avec le souci constant de parler vrai aux habitants, sans dénigrement de nos opposants. Nous n'avons rien travesti, rien dissimulé, et nous avons défendu notre vision pour Autun avec clarté et conviction. Cette manière de faire de la politique, respectueuse des habitants et fidèle à nos valeurs, nous continuerons à la porter dans ce conseil municipal. Nous exercerons pleinement le mandat qui nous a été confié. Nous serons une opposition libre, vigilante, exigeante et constructive chaque fois que l'intérêt d'Autun l'imposera. Nous soutiendrons ce qui ira dans le bon sens pour la commune et nous nous opposerons clairement à ce qui nous semblera contraire aux attentes des habitants, à la transparence de la vie publique et à la qualité du débat démocratique. Nous sommes ici pour représenter une autre voix, une autre exigence et une autre vision pour Autun, dans une approche politique sans dogme dicté par le national ni extrémisme. Notre engagement sera constant, sans complaisance, sans posture, avec une seule boussole, l'intérêt d'Autun et des Autunois. Je vous remercie. Merci Sophie, et j'ai le plaisir de te dire que je partage entièrement ta vision de la politique locale et donc je me réjouis du climat et de la sincère coopération que nous aurons dans les 6 ans à venir au service du seul intérêt général et intérêt des Autunois. Rapport numéro 6, administration générale, renouvellement d'un emploi de directeur de cabinet. Vu le Code général de la fonction publique, vu les décrets relatifs au directeur de cabinet, considérant que le CGCT dispose que pour former son cabinet, l'autorité territoriale peut recruter un ou plusieurs collaborateurs en fonction de la taille de la commune, mettant librement fin à leur fonction, que ce décret fixe donc l'effectif maximum des collaborateurs de cabinet. Pour ce qui est de notre tranche, il s'agit de 1. Considérant que les crédits sont déterminés et affectés au chapitre 012 de charge de personnel, avec un traitement initial qui ne peut être supérieur évidemment, chacun sait, à 90% du traitement de l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé de la collectivité occupé par un fonctionnaire en activité ce jour, et que le montant de l'indemnité ne puisse être supérieur à 90% du montant de régime indemnitaire institué par l'Assemblée délibérante de la collectivité et servi au titulaire de l'emploi fonctionnel. Il est proposé au Conseil municipal, article unique, d'approuver le renouvellement qui existait préalablement d'un emploi de collaborateur de cabinet dans les conditions du décret du 16 décembre 1987. Sur cette dernière délibération, y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité? Non. Ah. Alors, abstention, 5 abstentions? 5 abstentions. Okay. Très bien. Donc, 5 abstentions. La délibération est adoptée. Je vous remercie. Le conseil municipal est levé. Rendez-vous le 8 avril pour la prochaine séance de la Assemblée délibérante.